Voilà. Avec Krishna, alors aujourd'hui, on est très fortuné d'avoir la présence de Chitrarata Mataji et également de Krishna Chaitanya Mataji, le disciple de Prabhupada. Il y en a une qui habite à Genève, l'autre qui habite à Écueillé, côté de la Nouvelle-Mayapur. Et Chitrarata Mataji va justement nous partager un peu il y a quelques semaines, il y a eu le 50e anniversaire de la venue de Srila Prabhupada à Genève en Mhm. 1974, par conséquent. Et il s'est passé quelques jours de festival assez important. Et ensuite, elle va nous partager quelques-unes de ses réalisations sur le service qu'elle fait, c'est-à-dire de vérifier la traduction d'un livre, Speaking about Varnashram, on peut traduire en français comme en parlant du Varnashram, pour présenter également ce qui s'est passé à Genève sur ce sujet-là avec Srila Prabhupada. Alors, merci beaucoup, Rata Mataji, d'être disponible pour ce petit C'est un plaisir, rencontre c'est un Zoom. plaisir. Alors, comment Bon, ça s'est alors je vais passé à commencer Genève, sur ce là? qui s'est passé. Mhm. Bon, déjà pour mettre les choses bien à plat, en 74, c'est-à-dire en 74, à Genève, j'étais pas encore dans le mouvement. J'ai joint en 75. Mais depuis le temps maintenant, j'ai quand même euh, acquis pas mal de connaissances avec les vidéos, avec les souvenirs des dévots, avec des souvenirs assez frais, puisque bon, j'ai joint quelques mois après que Srila Prabhupada soit passé. Donc il y avait encore dans le temple, il y avait encore les vibrations et l'excitation d'avoir reçu le maître spirituel. Et donc j'ai euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à être à Genève cette année pour pouvoir aussi organiser, essayer d'aider un petit peu. J'étais là il y a 10 ans pour les 40 ans de Srila Prabhupada et j'en suis D'accord. bien contente parce que, comme nouvelle assez triste cette année, j'ai appris, je ne le savais pas, que le petit temple dans lequel j'ai joint, dans lequel Srila Prabhupada est venu, a été détruit. Ils Ah, ont d'accord. le chemin du Credo, ça s'appelait le chemin du Credo, c'est un beau nom de rue pour un temple, a été tout reconstruit en faveur de grands buildings Hmm. pour l'industrie. Hmm. Donc cette jolie petite villa, heureusement, il y a 10 ans, on a pu aller la visiter. On a encore quelques photos et c'était une petite villa en fait. Et c'est bien pour ça qu'on Mhm. avait dû trouver autre chose de plus conséquent Oui. parce qu'on était quand même plus de 10, donc ça commençait à être un petit peu serré. Là, c'est du temple, les brahmacharis, les mataji, les brahmacharini, comme on disait à l'époque. Donc après, on a trouvé un autre temple, presque trop grand, je vais dire, mais disons que c'était quand même bien de changer. Alors voilà, cette année 2024, euh, ça a commencé par une belle manifestation organisée de main de maître, de maîtresse, par Vaishnavi Vani, qui a vraiment fait ça très très bien. On était une petite centaine, je pense, entre guests et invités. Et ça s'est déroulé en plusieurs étapes. D'abord, comme Vaishnavi Vani s'occupe des enfants des amis des dévots, tous les dimanches matin, je crois, elle leur fait une classe le dimanche. Avec certains, elle leur préparé une petite pièce de théâtre qui Ah, mettait en d'accord. scène, si je peux dire, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, quelques disciples, et Prabhupada, jeune homme. Et donc, D'accord. c'est le fameux épisode où ils sont tous en train autour du maître spirituel pour aller au lac de Radhakunda, je crois. Tu me dis si je me trompe, là j'ai un doute. Oui, oui. Et à un moment donné, tous les disciples vont visiter ce lac de Radhakunda. Mais chez la Prabhupada, il a bien compris que Bhaktisiddhanta Maharaj, c'était vraiment le vrai tirtha. Le vrai lieu de pèlerinage, c'était Bhaktisiddhanta Maharaj. Donc, il reste à côté de lui. Et c'est à ce moment-là où Bhaktisiddhanta Maharaj lui dit, discutant avec lui dit que il voit qu'il est quelqu'un de très intelligent, de cultivé,
et qui parle anglais et que si donc il a l'occasion dans sa vie d'avoir un peu d'argent, il faudrait qu'il publie des livres et qu'il vienne, qui prêche en Occident. Donc voilà, cette petite scène a été présentée dans cette pièce de théâtre, très jolie. D'accord. Ensuite, bon, il y a eu des problèmes, hein, tu sais, c'est comme toujours avec les dévots, il y a toujours un peu de temps. Donc le temps a été un peu raccourci, donc on a dû faire un peu les choses rapidement, mais c'était quand même bien. Il y avait des témoignages justement des disciples qui ont. Il y avait Rohini Sutta, qui est aussi un grand dévot de Suisse, et un disciple de Oui, Prabhupada, qui je crois avait été initié aussi par Prabhupada, comme Jai Gurudev, que tu connais, du Varichi, oui, et moi-même. oui. Donc on était les trois. Rohini Sutta recevait sa deuxième initiation, et Jai Gurudev et moi recevions notre première initiation en 76 à la Nouvelle Mayapur. Donc ces Mhm. deux dévots étaient là. Il y avait d'autres dévots aussi suisses, mais n'habitant pas en Suisse. Je ne sais pas si tu as connu euh, euh, Radheshyam. Radheshyam, je crois qu'il a aussi habité à la Nouvelle Oui, je Mayapur un l'ai certain connu, temps. je connais. Voilà, Mhm. ouais. J'étais très contente de le revoir. Je l'avais connu en Bhaktivedanta Manor. Donc, moi, j'ai été contente de revoir pas mal de dévots que je connaissais, que j'avais pas revu depuis un moment. Donc, tous ces grands dévots ont donné leurs hommages à Srila Prabhupada. Il y a aussi eu des dévots d'une autre mat, Sri Gaudiya Mat, comme on dit. Nous, on est de la Brahma Sampradaya et ces dévots étaient de la Sri Sampradaya. Ils ont aussi donné leurs hommages à Srila Prabhupada. D'accord. Et vers la fin, on a regardé sur grand écran le beau reportage fait par la télévision suisse romande à l'occasion de l'arrivée de Srila Prabhupada à Genève. Et donc, Mhm. c'était très beau. Après aussi, avec sa visite à l'hôtel de ville, quand le conseiller Oui. d'État l'a reçu en faisant des belles courbettes devant lui, c'était très émouvant. Et ça s'est Et puis passé après, comment? bon, ça a été. C'était vous aviez loué un local, une salle? Oui, oui, ça a Comment été un ça peu s'est compliqué passé? parce que euh, toujours, tout est un petit peu compliqué. Vaishnavi Vani avait en tête un certain local qui finalement s'est retrouvé occupé. Mais bon, là, on a trouvé quelque chose un peu en vitesse, ce qui convenait, avec aussi des personnes de l'endroit qui eux-mêmes se sont occupés de la sonorisation, de la projection de la vidéo, etc. Et puis après, dans le même bâtiment, on a pu déguster un magnifique prashad organisé et concocté par Kulan, qui est vraiment, vraiment experte. Et Vaishnavi aussi, et toute l'équipe aussi, hein, c'est qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et il y a même pas Jai Gurudev, Guru Goranga, qui a été le président carrément depuis le début de Genève, on va dire depuis euh, 2 ans après que Lochanananda et Aditi soient arrivés en France à Ferney-Voltaire, faisant tous les jours les allers-retours sur Genève pour faire un petit harinam. Ensuite, Gorganga est arrivé, je crois que c'était en 71, 72. Et depuis ce moment-là, jusqu'à les années 80, ça a été notre président du temple. Donc, il nous a appelés par Zoom, mais juste nous, hein, les petits dévots, une fois qu'on mangeait le prachal, c'était un peu en privé, tu vois. Donc, j'étais très émue de l'entendre. Et, Alors, et il a dû voilà. raconter un petit peu ses souvenirs personnels, parce que lui, Ah oui, il mais avait ça, beaucoup il de nous les avait souvenirs avec. racontés déjà, il les a envoyés c'était en privé, hein, c'était pas dans la grande salle pour tout le monde. C'était en privé. Ah, pour moi, Jai Gurudev et quelqu'un un dévot qui s'appelle Pierangelo, qui s'appelait Pierangelo et qui s'appelle toujours Pierangelo, mais qui a joint quelques mois avant moi et qui est très, très, très sympathique. Ce qui était bien à savoir aussi, c'est que Pierangelo et Jai Gurudev ont joint à quelques mois de distance et ils habitaient les deux le chemin du Credo. Donc chaque jour, ils allaient à l'école en passant devant le temple. Et c'est ça Ah, qui les a intéressés, en fait. d'accord. Alors, aux deux, je demande mes excuses s'il y a eu des petites imperfections, mais je sais qu'en tout cas, les deux
passer devant le temple pour aller à l'école. Donc, D'accord. voilà. Oui. Génial. Et le Ouais. programme a Et duré combien de temps? C'était une journée? C'était un week-end? Comment ça s'est passé? alors ça, justement, ça a continué le lendemain. C'était en fin de journée, la réunion dans la salle, avec la projection, Mhm. avec le théâtre, c'était sur 2 heures, 3 heures. Et le lendemain, moi, j'ai pas pu y aller parce que vraiment, actuellement, mes jambes ne m'obéissent plus vraiment. Mais non, j'ai voulu organiser un Harinam, mais c'est tombé à l'eau parce que la ville de Genève est vraiment trop stricte. Parce qu'à Genève, on a un système qui n'est pas fédéral, il est cantonal. Donc, chaque canton peut décider si oui ou non il Oui. autorise cette manifestation ou pas. Donc, bon, Harinam, c'est tombé à l'eau. Il y avait un grand lac, ça tombe bien, c'était juste à côté. Non, je plaisante bêtement. Et le lendemain, le 1er juin, euh, c'est vrai que j'ai oublié de te dire que le Maharaj de Vaishnavi était là. Et donc, la plupart, Jai Gurudev, Pierangelo, Rohini Sutta, et je crois que le président du temple de Zurich aussi était là. Et ils ont été justement visiter, enfin un petit pèlerinage des endroits où Srila Prabhupada est allé à Genève. Donc, ils sont quand même allés au chemin du Credo pour voir ces horribles immeubles, mais s'arrêter Oui. quand même avec une petite pensée pour le beau joli temple qui a été là. Ensuite, ils sont allés au château Banquet. C'est un endroit qui s'appelle Château Banquet et qui était vraiment un vrai château. Et qui est toujours là d'ailleurs et qui a abrité d'ailleurs, je crois, l'ambassade d'Allemagne, d'après ce que Guru Granga nous a expliqué. D'accord. Et là, Maintenant, je crois que c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Srila Prabhupada alors, à ce château banquet là? rien, rien. Mais c'est juste pour donner l'idée de ce qui s'est passé dans la conscience de Krishna, aussi en Suisse. Et ils sont quand même allés aussi à la salle Nombra, je crois qu'elle s'appelle comme ça, où Srila Prabhupada a donné un discours. Et je viens d'écouter un bel lila de, comment il s'appelait? Guru? Non, pas Guru. Euh, Shukta, Krishna. Krishna, bon, c'est égal, je pense, je continue. Euh, donc, Prabhupada avait donné une belle conférence là. Il y a eu un kirtan, une conférence avec des questions, etc. en 74. Et ils sont aussi allés voir, évidemment, la, ils n'ont pas pu entrer dans la salle de l'Alabama où Srila Prabhupada avait été reçu par le conseiller d'État, mais ils ont quand même visité l'extérieur, qui est un beau bâtiment qui doit avoir 500 ans, avec des pavés, etc. Et ils sont allés ensuite, ils sont rentrés chez Vaishnavi Vani Prabhupada, et ensuite ils sont partis à Lausanne, parce qu'à Lausanne, Srila Prabhupada a aussi eu un programme chez un érudit qui est décédé, je crois, actuellement, mais ils sont quand même allés à Lausanne chez des dévots, parce qu'il y a aussi des dévots qui ont Mhm. des, des appartements dans lesquels ils font des programmes. Et ensuite, tout le monde est parti à Zurich pour la vraie fête, si tu veux, où là, on a pu faire de tout. Et moi, je ne suis pas allée parce que je suis très, très réduite dans mes mouvements. Oui. Voilà. Quand on pense à la venue de Srila Prabhupada à Genève, on fait Mhm. souvent référence à cette discussion qu'il a eue avec alors on n'appelle pas ça le maire de Genève, mais la Non, c'est personnalité, le conseiller d'État. conseiller d'État, oui. Oui. Donc, est-ce que tu te souviens un peu de quoi ils ont discuté là? Oui, alors, j'avais entendu cette bande il y a longtemps, mais il y a quelque chose, une jolie lila que je partage avec vous, c'est que ce conseiller d'État, après avoir écouté Guru Goranga, qui était le président et qui parle extrêmement bien et français et anglais, lui a expliqué ce qu'on faisait, ce qui se passait, et qu'à l'époque, il faut pas oublier qu'on était tous dans la vingtaine, hein. Le Oui, président du oui. temple, il avait 24 ans et nous, c'était notre grand, tu vois, notre gourou Un en fait. aîné, D'ailleurs, moi un aîné. j'ai cru qu'il était gourou d'ailleurs, Guru Ganga quand j'ai commencé.
Oui. Et donc, ce conseiller d'État était assez préoccupé pour savoir ce que la jeunesse, quand même, est-ce que la jeunesse va bien tourner, va bien pouvoir quand même s'intégrer dans la vie active, de la vie de l'État, de la ville. Et puis, bon, ben, la Prabhupada avait bien expliqué que on pouvait tout à fait être un bon dévot et s'occuper aussi de la vie sociale. Oui. Et 1 ou 2 ans après, par un concours de circonstances, Guru Granga était en Inde et je sais pas quel trajet il devait faire et il s'est trouvé qu'il se retrouvait à côté ou derrière Srila Prabhupada qui devait prendre le même vol que lui, par hasard. Mhm. Et Srila Prabhupada s'est souvenu de cette discussion et lui a posé la question de savoir si le Conseil d'État était toujours. Allô, allô? Ah, Chitrarata, est-ce que tu m'entends? Oh, Chitrarata, on t'entend plus depuis à peu près 30 secondes. Est-ce que tu m'entends? Bah, allô, allô? Ben, moi, je t'entends avec le téléphone, je t'entends pas avec Zoom. Oui. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux parler assez fort dans le téléphone et je vais mettre ça sur l'écran. Et moi, ce que je vais faire en attendant, je vais essayer de dire, si ça aide. Et je vois que si vous m'avez entendu parler. Non, on vous a pas entendu. Non, non, ce qui a été coupé, c'est quand tu expliquais que Guranga, il a vu chez la Prabhupada, mettons 1 an ou 2 après l'histoire d'être à Genève, là. Et après, ça s'est coupé, là. Parce qu'il se trouvait dans le même avion que lui. Il faisait un avion local en Inde, je ne sais plus de où à où, de où à où. Et il s'est trouvé que Srila Prabhupada était dans l'avion. Et donc Srila Prabhupada l'a vu, s'est approché de Guru Goranga et il lui a demandé si le conseiller d'État était Mm. toujours euh, du sort de la jeunesse genevoise ou pas. Et Guru Goranga, bon, ben, il l'a rassuré, il a souri. Et il était très touché de voir que malgré toutes ses occupations et tous ses tours de monde, Srila Prabhupada se souvenait de cet épisode. Je trouve très sympathique comme, comme sujet. Et moi, je me souviens aussi que euh, le conseiller se demandait aussi, mais est-ce qu'on nous a vraiment obligés? Moi, rien ne me dérange, mais est-ce que mais ces habits, cette manière de vous habiller, c'est quand même un peu bizarre, hein? C'est pas vraiment très, c'est c'est vraiment très exotique, hein. Et puis, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Et puis, je ne pas a dit non. Non, on s'habille comme ça parce que c'est représentatif de ce qu'on est, et que c'est comme un petit uniforme. Un policier s'habille en policier, donc on sait qu'il y a un policier. Sinon, on s'habille en dhoti, en sari, avec le petit signe, c'est comme ça, on est reconnu comme étant des dévots de Krishna. Mais c'est pas obligatoire, on peut tout à fait être un bon dévot sans s'habiller comme ça. Et voilà quoi. Ça, c'est les 2, 3 choses dont je me souviens. D'accord, oui. Alors, ben, merci beaucoup. C'est par rapport à cette histoire du Conseil d'État, là. Et est-ce que chez la Prabhupada a visité d'autres personnalités ou disons, est-ce qu'il a visité aussi Genève, mettons les attractions de Genève?
c'était pas une morning walk, ça c'était une classe qu'il avait donnée à la suite d'une petite balade. Il trouvait qu'à Genève, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Et il posait la question au gars lui disant est-ce que les Suisses sont au gars du oui, je crois, mais ouais, il a trouvé qu'il y avait peu d'églises. D'accord. Donc il est même pas mal d'églises. Donc il n'a peut-être pas été partout, mais peut-être qu'il y en a un petit peu moins qu'on a, les Abrinderfou, ça c'est sûr. Je sais, voilà. C'est son texte. À Genève, euh, il avait reçu pas mal de personnalités. Donc, quelqu'un qui est connu en France, qui est peut-être encore connu parce qu'il était assez célèbre à l'époque. Maintenant, il doit être 6 pieds sous terre, mais qui s'appelle Jean Herbert. Oui, C'est oui. un grand hindouiste, un Mhm. grand érudit en hindouisme, et qui avait écrit, à l'époque en tout cas, un livre qui s'appelait La geste de Krishna. Donc, la geste dans le sens moyenâgeux du terme geste, c'est-à-dire la danse, enfin les mouvements, les mouvements, oui, Oui. qui s'apparentent à une danse en fait. Et comme ce rendez-vous a été bien organisé à l'avance, évidemment, parce que Guru Ganga a fait ça très très bien, Guru Ganga avait traduit quelques passages de ce livre pour que Guru Ganga, pour que Shri Prabhupada puisse vraiment voir un petit peu de quoi il s'agissait. Et ce monsieur a eu un peu de retard, donc Guru Ganga est allé même allé jusqu'à chez lui pour aller le chercher. Parce que Oui. c'est vrai que c'était quand même une personnalité, c'était une star, tu vois, quelqu'un de très connu. Donc, il pensait qu'il pouvait se permettre d'arriver en retard. Donc, Guru Ganga est allé le chercher. Et quand il est arrivé, alors bon, il a salué, il était très poli. Il a salué Srila Prabhupada, Srila Prabhupada l'a salué. Et il a vu sur le disque de Srila Prabhupada son livre. Alors, il a dit à Srila Prabhupada, je vois que vous avez mon livre, vous l'avez lu. Puis, non, vous l'avez lu parce que vous savez, il m'a pris environ 18 ans à, à écrire. Srila Prabhupada a dit, oui, hein, bien sûr, oui, je l'ai lu, oui. 18 ans, hein, mais vous savez qu'il y a encore quelques erreurs. Je trouve que c'est extraordinaire cette histoire. D'accord. Il semble que Jean Herbert, c'était quelqu'un à l'époque de très très connu au niveau de référence sur l'Inde, hein. Après, les veaux, en fait, qui étaient là autour, évidemment, les jeunes gens, ont conclusion active. Je crois que Jean Herbert est parti parce il est pas resté trop longtemps, hein. Et il a reçu son prachad, il est parti. En tout, les dévots se sont retrouvés dans la chambre de la Prabhupada, et ils étaient en train de sourire et de dire, eh ben alors, c'est quand même je pense que la Prabhupada de Jean Herbert. Ouais. Puis il a quand même mentionné le nom de Krishna. C'est, les dévots pensaient qu'il allait un peu le démolir. Oui. Quand même, quand même depuis, on prend un personnaliste Jean Herbert, mais disons que il a mentionné le nom de Krishna dans pas de ce livre, donc Mhm. on peut pas le jeter à la poubelle. On n'entend pas du tout, hein. Très compliqué dessus. Alors, dans cette, comme sur ce texte qu'il a vu dans cet appartement et qui a été rédigé en fait selon les bandes qui ont enregistré par, je sais pas par qui, mais enfin qui a été retranscrit en anglais par Hare Krishna, David Assi. Ça commence par chaque homme devrait posséder une terre ou un lopin de terre. Et dans ce texte, finalement, euh, on parle surtout du champ dans le sens figuré, qui est le corps, et qui doit être cultivé,
pouvoir ensuite permettre à l'âme de prendre toute la place, c'est-à-dire à la personne de se réaliser sur son bien de son corps. Ne continue, ne quoi, je le vois. Ok. Oui, attends. Ouais, c'était un des vous qui avait oublié de fermer le micro. Maintenant, c'est bon. Hein, à dire. Alors, tu expliquais, disons maintenant, que par rapport à ce qui a parlé chez la Prabhupada sur le Varnashram Dharma, expliquait que tout d'abord, on devait chacun avoir un lopin de terre, une parcelle de terre. Oui. Hare Krishna, Devi Dasi, c'est une dévote qui, il y a plus de 25 ans maintenant, qui a travaillé beaucoup à compiler toutes les informations que Srila Prabhupada a données sur le Varnashram Dharma. Et elle a justement compilé ce livre qu'on appelle Speaking about Varnashram, ou en parlant du Varnashram, hein, juste pour expliquer. D'accord. Donc, la classe était sur le chapitre 13, verset 35, et qui dit qui, à la lumière de la connaissance, voit ce qui distingue le corps du possesseur du corps, connaît suprême. Sur la Prabhupada, on peut le voir, j'aime bien cette partie aussi de cette discussion sur concernant le dernier. Cette différence. C'est une classe, à mon avis, où il n'y a pas ou un tout petit peu ou beaucoup qui fait penser à quel point la Prabhupada était vraiment intéressé par ce sujet du Varnashram Dharma. Là, par exemple, ce verset parle du chant, le bénéficiaire, qui dit justement qu'au début de ce chapitre, Arjuna dit, oh mon cher Krishna, j'aimerais savoir ce que sont la prakriti, la nature, le purush, le bénéficiaire, le chant et le connaissant du chant, le savoir et l'objet du savoir. Et donc, Srila Prabhupada continue, explique bien la différence. Le mot kshetra signifie ce corps. Et il explique évidemment que même un enfant peut comprendre qu'il n'est pas ce corps parce que il répondra quand on lui montrera qu'est-ce que c'est, on lui montre la main, il va dire ma main ou ma tête. Donc, même un enfant peut dire que la main est différente de lui. Et ensuite, Srila Prabhupada continue en parlant du champ d'activité. Et là, je le cite, il dit, comme pour les terres agricoles, vous obtenez un lopin de terre et vous produisez vos produits céréales. Le gouvernement vous donne un lopin de terre, bon, ça, peut-être que c'est en Inde, mais bon, c'est joli à dire quand même, vous devez payer une petite taxe et vous pouvez cultiver vos céréales à votre guise. De même, Krishna nous a donné ce corps comme nous le souhaitions. Donc c'est à moi que revient le choix d'utiliser ce corps comme je l'entends. Et ensuite, Srila Prabhupada mentionne quand même, de manière plus terre à terre, qu'il a goûté le lait en Suisse et qu'il le trouve délicieux. Première catégorie, le meilleur lait. Il dit, à moins d'avoir ses propres vaches, on ne peut pas obtenir un lait aussi bon. D'accord. C'était encore à une époque où il n'y avait pas encore de centrale laitière comme il y a eu paysan qui apporte son lait à la laiterie. Enfin, en tout cas, c'était comme ça dans mon village. Mais, chez la propagande, j'ai aussi entendu dire qu'en raison de la surproduction de lait, ils ont décidé de tuer 20 000 vaches. De vous répond, l'année dernière, ils ont décidé de le faire, mais apparemment, ils ne l'ont pas fait. Ils voulaient le faire. D'accord. Et Prabhupada, bien sûr, et puis, entre parenthèses, Guru Ganga s'est bien renseigné, et en fait, ils l'ont quand même fait. Peut-être pas 20 000, mais je ne sais plus combien ils l'ont fait. Et ça a donné lieu à des courriers de lecteurs vraiment horrifiés. Pour dire que même les non-dévots à l'époque
était vraiment horrifié du fait que le gouvernement ait décidé. Ça a pris du temps, comme chaque fois en Suisse, mais ils avaient quand même décidé de les abattre, ces vaches. Non, Prabhupada dit, voyez, censé. Ainsi, faute de conscience de Dieu, ils ont choisi d'agir avec cette intelligence maligne, dans le sens très, très mauvaise, vicieuse en fait. Toute la question économique pourrait être résolue. Si vous avez des excédents, vous pouvez faire du commerce, vous pouvez les envoyer là où il y a une pénurie. Mais chaque homme devrait produire sa propre nourriture. C'est la culture védique. Et Prabhupada continue en disant, mais qu'est-ce qu'ils font en parlant des gouvernements? En Australie, en Afrique, ils ont suffisamment de terre, mais le gouvernement, peut-être qu'ils n'ont pas assez d'hommes pour cultiver la terre, mais ils ne permettent à aucun étranger de s'y rendre. J'ai vu ça en Afrique, de très très grandes étendues de terre inoccupées. Personne ne produisait de nourriture. Ils cultivaient du café. Non pas les gens du pays, des Britanniques. Et du lait, et du café, pardon, et du thé. Et quelques vaches pour la boucherie. Voilà. Je vais compatiser sur ce moment-là, à Genève. Et il continue, il continue. C'est intéressant. Il parle de Calcutta, où les villageois, souvent arrivés à Calcutta pour un petit salaire, 12 ou 14 roupies, sans aucune nourriture, et pourtant, ils économisaient au moins 10 à 12 roupies sur ce salaire. Et cet argent, le serviteur l'envoyait à sa femme à la maison. Et dès que ce pécule atteignait 200 roupies, il achetait un lopin de terre. Ainsi, lorsqu'il aura acheté suffisamment de terre pour pouvoir nourrir toute sa famille, il ne reviendra plus travailler en ville. Et ça, chez la Prabhupada, il parlait de ça dans la même classe, alors, à Genève. Non? Ça, dans un sens, on voit le côté vicieux de la politique. Dans un pays comme l'Inde, où la population se trouve sans terre disponible, il y a forcément une pénurie de nourriture. Les Britanniques, en particulier, ont divisé l'Inde en deux, le Pakistan et l'Hindustan. Pakistan et Hindustan. Ainsi, toutes les céréales poussent du côté pakistanais, tandis que toutes les industries sont présentes du côté hindou. Et donc, ils se battent. Il leur manque les installations industrielles et les installations agricoles de part et d'autre. Simplement à cause de la politique, ils se sont battus sans trêve. Et les Britanniques espéraient cette situation. D'accord, maintenant vous allez souffrir en vous battant entre vous. Tu vois, vous voyez à quel point c'est vicieux en fait tout ça. On voit que chez la Prabhupada, il a une vision très claire de la situation, quel que soit le pays où il est. Ce que tu disais, il était à Genève, il parlait de ce qui se passait en Afrique ou en Australie, et puis après il fait référence à Calcutta avec le Pakistan. Oui. Cultivation spirituelle chez l'homme. Oui, d'accord. Oui. Et moi, j'ai aussi beaucoup aimé, c'est-à-dire l'introduction, pas l'introduction à Pétélec, c'est l'introduction, justement, elle était faire des passées. Dans cette introduction, elle parle des étapes qui vont amener chez la Prabhupada finalement. En 77, très convaincu et très même un peu malheureux de ne pas avoir eu le temps lui-même s'occuper de cette mise en place du Varnashram. Oui. Et donc, je trouve que c'est très beau de lire cette évolution. Parce que, évidemment, si la Prabhupada, c'est un acharya, c'est le fondateur, c'est le plus grand des gourous, on peut dire, actuellement. Mais il a fallu qu'il arrive en Amérique
et qui commence tout de A à Z, de moins que A, en fait. Oui. Vous apportez les 4 principes régulateurs, qu'on ait un minimum de vertu, pour pouvoir ensuite être capable de comprendre, de quoi il parlait quand il nous parle de l'âme spirituelle, de la réincarnation, du fait qu'il faut arrêter la réincarnation et non pas se dire, tiens, super, c'est bon, de faire jusqu'au Oui. utiliser cette vie au mieux, pouvoir retourner à Krishna le plus vite possible. Mais il s'est aussi rendu compte, et ça c'est mon interprétation, j'ai rien vu de ça, mais que ce Varnashram Dharma, en nous permettant de vivre dans un environnement moins pollué, moins bruyant, moins tamasique, Oui. nous permet aussi de mieux réussir à suivre les principes régulateurs. Oui. Alors, en fait, je dirais que les principes régulateurs, nous permet d'atteindre la vertu. Et le chant des salons, c'est ce qui nous permet d'atteindre la pure bhakti. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, en fait, Oui. parce que il y a des cas très exceptionnels de gens qui ont été totalement tamasiques, et qui finalement, parce qu'ils ont eu Krishna leur a donné la possibilité de se souvenir de beaux épisodes dans leur vie, ont pu quand même retourner à Krishna. Mais disons que pour nous autres, mieux vaut quand même avoir toutes les choses de notre côté. Donc voilà, cette introduction, c'est vrai que je ne sais pas si tu es d'accord que j'en cite quelques phrases, hein, pas tout. Qu'est-ce que tu penses? Oui, 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 bien sûr. Vas-y, hein. Je vais lire quelques phrases. Je sélectionne. Alors, je ne vais pas commencer par il y a 5000 ans dans la forêt de Mars, mais je vais directement dans le Varnashram. Donc, le Varnashram est destiné à fournir un cadre dans lequel des personnes de tout type et à différentes phases de leur vie pourront accomplir leur travail en une offrande au Seigneur. La clé Varnashram réside dans les relations de soutien mutuel entre les différents groupes. Et là, Srila Prabhupada parle du premier groupe qui existe dans la vie de chacun, ou presque, qui s'appelle le mariage, et qui est un exemple dans lequel on peut tous se retrouver, ou la famille, où on doit travailler un peu ensemble, s'entraider, s'épauler, s'écouter. Et là, Hare Krishna Mataji continue en disant de même, les systèmes de classe ne sont pas non plus tous des exemples de coopération et de solidarité. Mais cela ne signifie pas que toutes les structures sociales sont destinées à promouvoir à tout jamais l'exploitation et les abus. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. On a quand même été élevé dans une société c'est l'âge de Kali, l'exploitation et les abus, c'est monnaie courante. Donc, on peut se dire que ça vaut quand même la peine d'essayer de créer quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on continue à se marier. Et c'est pour ça que un système Varnashram peut quand même avoir sa raison d'être. C'est cette structure sociale originelle, le Varnashram Dharma, parfois connu sous le nom de Daiva Varnashram, que Srila Prabhupada désirait voir ses disciples établir pour le bénéfice du monde entier. Et là, j'ajoute mon petit mot. Il en a tout de suite parlé. Il a tout de suite inspiré les dévots à créer des fermes, à avoir des vaches, à produire leur propre nourriture. Mais il fallait aussi qu'il les inspire dans leur vie spirituelle pure, parce que il fait en même temps qu'il crée des Vaishnavas, et en même temps qu'il crée des Vaishnavas, par la suite qu'ils ne soient pas que des Brahmanas. Oui. Et là, bien sûr, là, entre en ligne de compte maintenant, le fait que Srila Prabhupada a voulu, surtout pour peut-être expliquer aux Indiens, son peuple, que le système de Varnashram n'est pas un système qui doit être héréditaire. C'est-à-dire va découler de la naissance de la personne, mais qui doit venir des qualités des personnes. Donc,
en parlant de cela, je vais vous lire un petit texte. Peut-être vous connaissez déjà, toujours dans cette conversation salle, je ne sais pas dans quelle salle c'était, je crois que c'était dans la, dans la classe. Et là, c'était un autre texte que j'ai trouvé. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a 4 classes d'hommes, première, la deuxième, la troisième, la quatrième, que ce mouvement de la conscience de Krishna est destiné. Pardon, je reprends. Il y a 4 classes d'hommes, et donc ce mouvement pour la conscience de Krishna est destiné à prendre soin de toutes les classes d'hommes. C'est pas parce qu'il y en a 4 catégories qu'on va préférencer la première et laisser tomber les autres. On prend l'exemple d'un corps qui a aussi 4 divisions, la tête, les bras, le ventre, les jambes. Mais toutes ont pour but de maintenir le corps en bonne santé. Et le corps est destiné à alimenter chacune d'entre elles. Mais si l'on compare les divisions, la tête vient en premier, les bras en deuxième, le ventre en troisième, les jambes en quatrième. Nous devrions donc nous organiser de manière à ce que toutes les classes d'hommes de la société soient heureuses et non pas nous contenter de nous occuper de la tête. Dans votre corps, il ne s'agit pas de s'occuper. Il ne s'agit pas de s'occuper de la tête ou de la jambe. Non, vous prenez soin de toutes les différentes divisions de votre corps. C'est cela un corps sain. Lorsque votre cerveau fonctionne bien, que vos bras fonctionnent bien, que votre abdomen fonctionne bien, que vos jambes fonctionnent bien, alors vous êtes en forme. Si vous ne vous occupez que des jambes et pas du cerveau, ce n'est pas encore ça. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. On voit que chez la Prabhupada, il a une vision pour toute la société, lui. C'est ça, c'est ça. Mais au départ, il a dû quand même convaincre les Indiens qui, eux, se basaient sur cette filiation brahmanique par naissance. Oui. Et donc, il a dû chercher des documents parce qu'ils basent toujours tout sur les cotations, pardon. Et là, il parle justement de, voilà. Même s'il n'était pas possible de s'appuyer sur les Védiques à l'époque actuelle, c'est-à-dire les brahmanes légitimes selon leur naissance, puisqu'actuellement, tout le monde, l'Inde inclus, nous sommes tous des Shudras, si ce n'est moi. Donc, les brahmanes, même en Inde, au jour d'aujourd'hui, faut dire vite peut-être, mais s'ils ne sont pas, s'ils ne suivent pas comment je dirais, le principe, le rituel qui permet de sanctifier la conception d'un enfant, il ne peut pas être sûr de donner naissance à un brahmane. Donc, Srila Prabhupada a essayé d'expliquer tout ça aux Indiens. Et ensuite, il a commencé aussi, on va couper là un petit moment, s'il te plaît. Oula. Oui, oui, ça y est, on est revenu. Allô, allô? Vous êtes tous là? Ça y est, on est tous là, on t'entend. Tu peux y aller. On verra après, oui. En fait, le compétent de Prabhupada, c'était de initier de ces dévots en tant que brahman. Parce qu'il fallait avoir une tête, bien sûr, au début, la conscience de Krishna. Et ça se passait bien, mais au bout d'un moment, l'initiative de, je cite Hare Krishna,
L'initiative de Prabhupada a suscité des vocations de Brahman, créer une classe de dévots capable de suivre les normes rigoureuses de vivre. Mais d'un côté, un grand pourcentage d'initiés ont progressivement cessé de participer activement à la vie. Oui. Ils n'étaient plus en mesure de maintenir les normes brahmaniques rigoureuses. Oui. Pour certains, la vie au temple s'apparentait à un camp d'entraînement dans un corps de marine américain. Une sorte de test d'endurance. Si le slogan du corps de marine était « Êtes-vous assez bon pour rentrer ?», le slogan d'ISKCON semblait être « Êtes-vous assez bon pour rester ?» Donc, Srila Prabhupada s'est rendu compte qu'une approche aussi stricte décourageait la plupart des gens d'adopter la conscience de Krishna. En mars 1974, l'entendant exposer ses plans pour la création d'un collège Varnashram. Ce collège fournirait la pierre angulaire nécessaire au développement de société consciente de Krishna, et non plus réservée aux seuls brahmanes. Donc voilà, c'est là où la notion de Varnashram Dharma assez explicitement a été explicitement mentionnée. Et on peut voir justement que dans toutes ces visites dans les fermes, Prabhupada inspirait vraiment les dévots à cultiver leur terre, à essayer de se passer des, des machines, bien qu'il acceptait justement dans certaines conditions ces machines. Donc en fait, il a amené tout ça d'une manière assez progressive. Et je trouve que c'est ça qui me touche le plus finalement. C'est aussi cette manière très progressive dont il nous a parlé de la conscience de Krishna au début, en amenant les principes régulateurs, vraiment pas tout de suite. Je crois que ça a mis 2-3 ans jusqu'à ce qu'il en parle vraiment. Il initiait des gens même qui n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les principes régulateurs. Et justement, de tout ce qu'il fallait prendre, de toutes les choses importantes auxquelles penser pour arriver à mettre en place un système Varnashram. Il a dit des choses qui peuvent un peu sembler contradictoires, mais de temps en temps, il parlait aux Indiens. De temps en temps, il parlait à des Occidentaux. Et de temps en temps, il parlait à des dévots qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour y arriver, mais qui n'arrivaient pas encore bien. Oui. Donc, de temps en temps, on trouve des phrases qui parlent du fait qu'il faut absolument se défaire des villes complètement, de se défaire de tout ce qui est industrie et tout ce qui est machine agricole. De temps en temps, on a vu qu'il a accepté qu'il y ait des tracteurs encore dans certaines fermes. Et donc je trouve que ça aussi, c'est un exemple qu'il faut suivre. Parce qu'en fait, tu vois, commencer et avoir mis en place ce système Varnashram, je pense qu'il le regrettait beaucoup parce qu'il se rendait compte que ça allait être très difficile pour nous. Et d'ailleurs, Hare Krishna Devidasi dit à quelque part, à l'époque, en 99, en 99, ça faisait 30 ans. Plus de 30 ans. Maintenant, ça fait plus de 50 ans. Je comprends des gens comme les Maharishi, qui ce qu'il peut, il le fait vraiment avec beaucoup de sincérité pour que on prenne conscience de tout ça et qu'on le fasse. Moi, je pense que comme avant comme maintenant, il y a des gens qui sont convaincus, il y a des gens qui sont tout à fait contre, et il y a des gens qui sont au milieu. Et je comprends qu'on puisse avoir conscience et comment je pourrais dire, de connaître aussi. Moi, j'ai confiance et je pense que ça va se faire. Il faut simplement peut-être que chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se fait dans ce sens, on le reconnaisse et qu'on le mette en avant, comme tu le fais de Varéchi d'ailleurs. Est-ce que le fait, Voilà, est-ce que le fait pour toi de participer à justement cette traduction ou plutôt révision, édition des paroles même de Srila Prabhupada,
qu'est-ce que ça t'a fait dans toi personnellement, au niveau des réalisations individuelles, personnelles? On peut faire prendre tellement bien soin de nous. Mhm. Il est vraiment, voilà, oui, pour moi, ça a été un père, mais un père pendant 2 ans. Donc, j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans, j'ai perdu mon père spirituel à l'âge de 2 ans, je pourrais dire. Oui. Après avoir fait plein de bêtises, ne pas lui avoir plus beaucoup. Mais en lisant tout ça, je me rends compte à quel point il est intéressé par notre bien-être, par notre réalisation, par notre cheminement. C'est surtout ça que je me rends compte. Mm. Et je pense que en lisant tout ça et en me rendant compte justement que ces walking walk, ces morning walk et autres conférences, On dit marche matinale en français. En français, on dit marche matinale. pardon, oui, des marches matinales et ces petites conférences, tout ce qui est oral, euh, on reprochait de temps en temps des dévots et peut-être à juste titre de temps en temps, on dit souvent je l'apprends pas d'Adi, je l'apprends pas d'Adi, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ces, comment je dirais, comment dire, on rapporte les propos de Sri Prabhupada qui sont des fois très déformés. Oui. Mais grâce à ces cassettes qui ont été la base de ces morning walks et de ces on a vraiment les mots de Sri Prabhupada. Oui. Donc, vraiment sentir que c'est vraiment ses propres mots. Mm. Alors, c'est vrai que moi, je veux dire que j'ai une difficulté des fois, mais alors ça, c'est technique, parce que transcrire l'anglais de Sri Prabhupada, ça n'a pas dû être simple. C'est vrai que ça va pas. Sri Prabhupada, en parlant comme ça, sur le chemin, en marchant, a peut-être fait quelques erreurs de grammaire ou alors justement, il s'adresse à quelqu'un mais que l'on ne voit pas, et après quelqu'un d'autre et on ne peut pas savoir à qui il parle. Donc il faut être assez attentif à ça. Et la traduction, c'est assez compliqué aussi. Parce que justement, c'est un langage parlé, quelqu'un qui n'est pas de langue anglaise. Et il faut respecter en même temps cette personne qui parle anglais et qui sait de quoi il parle. Et le lecteur francophone qui, lui, ne connaît pas vraiment ce la Prabhupada, peut-être pas, ou peut-être oui, bien sûr, mais il faut que ce soit compréhensible. Donc, c'est ça que j'ai eu comme difficulté en tant que dans mon service. Oui. Mais le plaisir que j'ai, c'est de rencontrer l'humour de Sri Prabhupada. D'ailleurs, il faut que c'est peut-être pas de l'humour dans le cas présent, dans ce qui le concerne, mais j'ai trouvé une jolie phrase. Je la retrouve. Ah, alors, je la cherche. Hein? Bon, mais en 2 mots, un dévot lui pose la question, est-ce que c'est vraiment les gens qui disent en fait, on devrait s'occuper plutôt du bien-être, de la santé, de l'humanité, que tout le monde ait à manger avant de s'occuper de la vie spirituelle. Puis Prabhupada dit, oui, c'est vrai, pourquoi pas, il faut s'occuper de la santé, etc. Et évidemment, et il faut s'occuper, il faut que les gens soient conscients, justement, que l'important, c'est d'avoir un lopin-terre, le cultiver. Il le dit très souvent, hein. Oui. Ce lopin-terre intervient souvent dans les discussions, mais ça dépend aussi de comment la discussion tourne. Et à un moment donné, il dit, et parce que alors bon, faut savoir,
ils, c'est les autres, c'est les non-dévots, ils ont une intelligence si vicieuse qu'ils préfèrent fabriquer des écrous, des pneus à voiture plutôt que de penser à manger. Ils oublient qu'en fait, le plus important, c'est pas on mange pas des écrous et des pneus, on mange des légumes et des fruits et des céréales. Que, peut-être que même, il le disait peut-être même pas en riant, mais moi, ça me surprend souvent à quel point il est tellement logique. Il remet toujours l'église au milieu du village. Oui, c'est ça qui me surprend toujours. Ou alors, perd pas le fil de cette discussion, même quand il est en face de quelqu'un comme le gouverneur, le fameux gouverneur, je crois que c'est à Mayapur, qui essaye de, alors, ça ne prend pas d'essayer de lui expliquer à quel point c'est important le Varnashram Dharma. Mais lui, il confond Varnashram et Anaprastha. D'accord. Il dit, bon, mais bon, quand Prabhupada ne se laisse pas, il continue à discuter. Et ça me surprend à quel point ce gouverneur fait des réflexions vagues qui sont censées être intelligentes. Oui, parce c'est important à l'extérieur, à l'intérieur, des choses comme ça. Le Prabhupada lui dit, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est égal. Il continue son discours. Donc, il, 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 il fait pas cas de ce que le gouverneur dit, en fait. Un petit peu comme professeur Kotovski. Mais le professeur Kotovski en Russie, c'est comme quelqu'un d'intelligent, hein, qui a quand même un peu étudié les Védas. Je ne comprends pas, des fois le suit et prend acte de ce qu'il dit. Mais ce gouverneur, vraiment, il a écouté juste. L'important, c'était que cette discussion soit faite avec le gouverneur. Tu vois. Ouais. Pas que le gouverneur dise quoi que ce soit. D'ailleurs, à la fin, il dit l'important maintenant, c'est que vous ayez compris et que vous allez payer ce collège, un ashram. C'est ça l'important. Ouais. Donc, c'est la manière dont il écoute, prend en considération l'interlocuteur, la façon dont il prend à son compte finalement les incohérences ou les cohérences de leurs interlocuteurs pour arriver. Très bien. Ah, je suis très fatiguée. Est-ce que tu te sens encore d'attaque, j'allais dire? Est-ce que si les dévots ont des questions, ils peuvent te les demander ou hein, comme ça? Est-ce que les dévots qui sont là, est-ce que vous avez des questions sur ce que Chitrata a expliqué par rapport à la position de Genève, également ce qu'elle a lu sur différents aspects euh, de Srila Prabhupada qu'il a parlé du Varnashram. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro et parler. Il n'y a pas de questions, tout est clair, c'est bien. Ouais, j'ai parlé beaucoup trop vite, je suis désolée. Non, non. Moi, j'ai une petite chose disons, toi, tu as mentionné ici que Srila Prabhupada on pourrait dire, parler du Varnashram Dharma principalement à partir de 1974, ce que tu as dit. Hein. Et c'est ce que Krishna Mataji a dit. Et je vois que vers les années 1974, c'est là qu'a été créé l'Institut Bhaktivedanta, hein, en août 74 à Vrindavan. Et c'est également vers les années 73 et 74 qu'a été créé le ministère de l'Éducation dans l'ISKCON. Oui. Oui, c'est assez curieux de voir que ces trois grands domaines, départements, hein, ont été créés aux alentours de la même année. C'est assez curieux, hein, et, et de voir que, oui, 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 c'est ça. Ouais. Il y a un... Oui, pardon, vas-y.
Vas-y, vas-y. Je veux dire, tout le monde ne peut pas pouvoir convaincre d'autres à vivre dans un village et à faire la patrie. Oui. D'ailleurs, Hare Krishna, Suji le dit bien, c'est pas seulement, puis être un Shudra, c'est pas seulement faire des pauvres et faire des habits, etc. On peut aussi appliquer ça à la vie moderne. Mhm. C'est peut-être cela aussi qu'il faudra peut-être. Je dis en général, hein, qu'on écoute ceux qui sont reluctant, comment dire en français, qui sont repoussés par l'idée. l'idée de Oui. comprendre où le lopin de terre intervient, parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait tous. C'est vrai aussi, je dis que moi, je me pose des questions aussi, hein, quand je lis Oui. oui, c'est clair. Mais est-ce que tu as par exemple des fleurs ou une tomate dans ton jardin, sur ta fenêtre, ton appartement? C'est vrai que j'aurais Oui. en fait, je me dis que même si j'habite en ville, même sur mon balcon très Oui. Je connais un dévot qui est mauricien, qui habite à Moscou, en Russie, dans un appartement ordinaire, hein, et il m'a expliqué, il a même fait une vidéo qu'il m'a montré, que il cultive des choses sur son balcon et également à l'intérieur de son appartement, même des piments, parce qu'il est mauricien, il aime la nourriture épicée, avec différents légumes. Oui. Ça veut dire, disons comment dire en anglais, where there is a will, there is a way. Ça veut dire que plus on va, si on a un désir, plus on va trouver des moyens pour le mettre en application, ou au moins se rapprocher petit à petit, hein. Et dans ce que tu as dit sur Srila Prabhupada, ce qui m'a marqué, c'est que ce que tu avais parlé, c'est que Srila Prabhupada semblait très, suivant temps et circonstances, introduire un peu le sens commun du Varnashram Dharma et en même temps ne pas être, on pourrait dire, borné, hein, par rapport à ce qu'on lit quelquefois dans les livres avec la vie à la campagne, avec la terre et les vaches. Il y avait une certaine ouverture. C'est ça que dans les passages que tu as sélectionnés. Oui. Si. C'est vrai que la ville, dans ce que j'ai lu, elle revient bien sûr aussi souvent, mais c'est plutôt pour, à ce moment-là, comme ce qui a été fait en Suisse d'ailleurs, très intelligemment par Guru Goranga. Quand on a dû quitter, on est quitté Château-Banquet, qui était beaucoup trop cher, on était allé dans une petite fermette. C'est pendant ce temps que fils est né d'ailleurs. Ouais. Et il avait été approché par Guru Goranga parce il voulait un peu récolter de l'argent, en fait. C'était l'idée de faire de l'argent, pouvoir avoir les deux, une ferme et un temple à Zurich. Bon, ça coûte un peu cher. Donc, mon mari faisait des bougies. Et il les vendait à un prix, tout ce qui était nécessaire pour faire les bougies, Oui. le matériel. Et puis, ensuite, on vendait des bougies de très bon marché au temple, qui après les revendait au Sankirtan, enfin, Oui. distribution. Oui. Et donc, on a pu avoir une ferme dans le Tessin, dans la partie italophone de la Suisse, magnifique ferme. Après, je peux vous envoyer, si tu veux, une photo où on voit, on me voit moi, bien sûr, parce que j'avais gardé cette petite photo. Mon mari et mon fils dans le coin, puis Guru Goranga dans un autre coin. Oui. Une grande ferme, en fait.
où le dévot avait appris il l'avait déjà appris dans la petite ferme à entraîner les bœufs, à tirer une charrue. Oui. Et en même temps avoir un temple en ville. Donc l'idée c'était le départ. Mais je crois qu'il y a eu pas mal quand même de fêtes en ISKCON dans ce sens. Mais c'est vrai que ça n'a peut-être pas été assez promu, tu vois. Oui, développé. Pas assez fait la publicité. Avoir un temple en ville et puis envoyer les dévots, soit en Sankirtan, soit d'autres qui étaient plus enclins à la vie dans la campagne, à aller dans la ferme, tu vois. Oui. Et ça, on l'avait fait plusieurs années. Après, bon, ça c'est tombé puisque la ferme avait été louée et puis propriétaire, rien à voir, rien à faire, n'a plus voulu continuer. Alors qu'on avait, bon, dans le village, mon mari avait la fabrique finalement dans le village, tout près de la ferme. Dans le village aussi, il y avait un boulanger-pâtissier, des dévots. Et puis, dans la ferme elle-même, on faisait aussi de la vente de lait particulier qui venaient l'acheter. Donc, il y avait quand même pas mal d'activités, tu vois. C'était une belle Le fait que toi-même, tu as pu expérimenter pendant quelques années, hein, avec ta famille, une vie, la terre et des vaches, comme on dit, hein, dans la région de la Suisse, là. Qu'est-ce que ça t'a donné comme, dans des souvenirs, un peu de réalisation par rapport à ça? Est-ce que tu as senti que tu développes, que il y avait plus de vertu dans ton mode de vie? Est-ce qu'il y avait plus de facilité pour la vie spirituelle? Oui. Oui. Moi, ce que j'ai aimé, j'aime encore, aussi. Oui. Tellement de pollution sonore. C'est vrai que dans les villes, c'est incroyable. Hier, on a eu un petit orage. Il y avait surtout des grondements. J'entendais ces grondements. Puis je me disais, mais ça se rapproche de ce qu'on entend tout le temps, tous les jours, même avec la fenêtre fermée. La journée, dans les villes. Et c'est vraiment ça. Donc, elle génère un stress, je trouve. C'est ça. Alors, le corps s'habitue, c'est vrai. J'ose pas imaginer si on pouvait téléporter une personne du Moyen Âge. Je sais pas, il y a eu le fameux film là, qui était très drôle, quand les visiteurs. Oui. Vous avez connu ce film. Mais c'est incroyable. Je crois que je ne pourrais pas survivre une semaine. J'ai l'impression. C'est-à-dire que si on devient un peu plus conscient de la vie, c'est-à-dire qu'on doit considérer, à la lumière des écritures védiques, qu'est-ce qui est plus favorable pour notre vie personnelle et avancement spirituel. C'est là. C'est aussi un rythme plus lent. Ouais. Parce que plus le temps passe, plus on va vite. Et moi, je me souviens d'avoir vu une fois un film que j'avais beaucoup aimé, Petite Fille. C'est-à-dire que dans les années 60, qui s'appelait Crin Blanc, l'histoire d'un cheval en Camargue. Et en noir et blanc. Et puis il y avait juste un récitant. Et il parlait tellement lentement que je me disais, mais non, mais oh, qu'est-ce que c'est lent. Et c'était comme ça. Donc maintenant, on parle à toute vitesse. On, on a des informations, on n'a même pas le temps de les digérer quand on en a d'autres. Oui. Ça devient, c'est tout à fait malsain. Donc que ce soit le bruit, que ce soit la vitesse de tout, la vitesse du discours, la vitesse de l'action, de placement, la vitesse soi-disant vitesse d'information, c'est-à-dire la non-information, la vitesse de mots, je dirais, qui voyagent et qui sont soi-disant porteurs d'information. Et donc, oui, je suis tout à fait pour le voir, Bernard Chantal. Et pour, bon, il y a aussi la vie de famille. On voit la qualité des couples qui se forment, qui se déforment
après, avant de se quitter. Ouais. Ça veut dire que le sujet du Varnashram Dharma, c'est important qu'au moins on essaie de comprendre ce que c'est, comprendre aussi notre nature personnelle, hein, individuellement, et puis également comprendre quelle est la vision de Srila Prabhupada aussi à long terme pour la société en entier. En plus, ceux comprennent les autres. On comprenne ce que l'un a compris, ce que l'autre. Oui, oui. Qu'on dénigre pas. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai entendu une magnifique phrase de Mahatma Das. Tu connais sûrement, bien sûr. Oui. Il parlait de la tolérance entre dévots qui ont des opinions très diverses, et il parlait justement même de quelqu'un, il parlait de fameuse, et d'ailleurs ça leur prend au nez bientôt de nouveau, c'était en 2016 je crois, c'était au moment des élections, il y avait des dévots qui étaient pour Trump, puis un dévot qui l'adorait, qui trouvait extraordinaire, qui comprendre ça. Finalement, ils ont discuté ensemble, bien sûr. Bon, ils n'ont peut-être pas changé d'opinion, mais il faut accepter, il faut accepter qu'on puisse avoir des sensibilités différentes. Oui. Moi, à mon avis, on devrait, comme chacun de, moi, je suis sûre que chacun, vraiment, tout le monde est d'accord avec certaines choses. Oui. Et il faudrait qu'on puisse au moins travailler sur ces quelques points. Puis qu'après, selon où les gens habitent, qu'ils fassent peut-être quelque chose de plus où ils sont. Puis qu'après, on se retrouve où ce que ça donne. Il y a aussi à mon avis, une chose très importante à laquelle il faut penser, c'est que les lois ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Oui. Donc, il y a peut-être des choses, par exemple, dans l'éducation, qu'il faut prendre en considération. Oui. Mais voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce que les dévots maintenant ont des questions éventuelles? Ne soyez pas timides. Le dévote qui a lu le Varnashram Dharma, je trouve que ça donne aussi, ça questionne certaines choses questionnent ou pas. C'est juste du pur bonheur. Le fait de lire ce qui a rapport à ce Varnashram Dharma, le livre de Hare Krishna Dasi, par exemple, est-ce que quel résultat ça fait sur celui qui le lit? C'est ça ce que tu poses comme sujet, oui. Alors, moi, ce que j'ai un peu lu aussi, ce livre-là, et ce que j'ai vu, pas complètement. J'ai commencé, j'ai un peu picoré, comme on dit quelquefois au départ, hein. Puis après, j'ai commencé depuis le début, hein, après, de manière systématique. Et ce que j'ai vu sur moi, personnellement, c'est que comme on a citation après citation de Srila Prabhupada, hein, classe, lettres, discussions, différentes choses comme ça, que d'abord c'est difficile de considérer que ce sujet il n'est pas important. C'est c'est pour ça que Srila Prabhupada, à la fin de sa vie, il expliquait qu'il a fait que 50% de sa mission. Et que les 50% de la mission qui manquait, c'était installer le Varnashram Dharma dans le monde des dévots. 50%, c'est la moitié, hein, c'est pas un détail, comme on dit. Alors, en lisant, par exemple, citation après citation, j'en suis arrivé à personnellement y voir plus clair sur l'importance de ça. Et il y a une chose il y a quelques années, quand j'étais en Inde, à Mayapur, on étudiait ce sujet, la relation entre le Varnashram Dharma et la pure bhakti.
Et il y a un livre de Srila Bhaktivinoda Thakur, Chaitanya Charitamrita, où dans ce livre, Srila Bhaktivinoda Thakur il explique qu'on peut être heureux à 4 niveaux. Niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Et les 3 premiers, physique, mental et émotionnel, c'est par rapport au corps. Et par conséquent, c'est le Varnashram Dharma qui va nous donner la possibilité d'être satisfait, trouver sa nature, trouver son ashram, trouver son service ou travail, hein, trouver son lieu d'habitation, ville ou village, par exemple. Hein. Alors, il expliquait ce point-là chez le Bhaktivinoda Thakur que nous-mêmes, si on veut vraiment être heureux ou satisfait dans la vie, ou les deux, hein, eh bien, c'est important de trouver sa place. Et c'est le Varnashram qui va nous donner ça, que c'est le système de Krishna. Les autres systèmes, que ce soit socialiste, communiste, capitaliste, ça ne peut pas nous donner notre place. Et en même temps, pour la satisfaction et le bonheur spirituel, c'est la bhakti. Alors, en étudiant ça, on a, avec au nom de Devo à Mayapur, là, on était dans des cours hein, sur le sujet. Eh bien, j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est pourquoi ne pas vouloir être heureux à tous les niveaux, matériel et spirituel. Et c'est Srila Bhaktivinoda Thakur qui parle de ça, des 4 niveaux de bonheur. C'est-à-dire que ces grandes personnalités comme Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, quand ils parlent, ils ont une vision globale de la société, des textes védiques, bien entendu, et également, ils sont très concernés par aider la société actuellement. Actuellement. Et tout à l'heure, quand tu parlais, qu'en 1974, que Srila Prabhupada parlait d'ouvrir des collèges du Varnashram. Hein, tu as vu ça, là, alors? Ça veut dire que même si nous, on ne sait pas trop comment faire individuellement, ou on n'a pas tout ça, mais si on réfléchit à discuter, à approfondir, qu'est-ce que c'est qu'un collège de Varnashram? Un collège, c'est un endroit où il y a des enseignants et puis il y a des élèves. C'est l'école. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir plus approfondir ce sujet et éventuellement nous-mêmes faire quelques pas pour arriver. Ah, ben voilà, le retour. Voilà, tu vois, avec la miséricorde de Krishna, tu as réussi à trouver comment faire. Attends, j'écoute. Alors maintenant, vas-y, est-ce que tu peux parler pour voir si on t'entend là? Il n'y a plus de téléphone maintenant. Je te connecte à l'audio là, on va voir si ça marche. Ça marche. Enfin, on Ah, va ben voir combien de temps. voilà! Parce que les dévots se plaignaient, on t'entend mal, tout ça. J'étais avec le téléphone, moi, toujours à côté du micro. Alors oui, c'est pour ça que c'est des sujets. En général, dans la vie, on a tous envie d'être heureux. Pour beaucoup d'entre nous, quand on vit en ville, quand on prend des vacances, en général, on va à la campagne. Hein. On va s'oxygéner. Quand on voit, par exemple, Oui. quand on a des enfants, quand les enfants sont dans la nature, quand ils voient des animaux, des vaches, des chiens, des chevaux, ils sont toujours contents. Hein. On voit que c'est toujours naturel. C'est pour ça que, et quand on a un certain âge, par exemple, certains d'entre nous ici, on a un certain âge, ou un âge certain, ça dépend comment on voit la chose, mais je veux dire, on a envie d'un peu de calme, on a envie de moins de pollution, bien entendu, on a envie de pouvoir un peu méditer, lire, comprendre ce qu'on lit. Par exemple, avec le Srimad Bhagavatam, hein, comprendre un peu comment on peut se rapprocher de ça, comment on peut appliquer ça. Ça veut dire que le système de une vie simple faite de haute pensée, que je ne pas souvent répété,
si on médite dessus, on peut se rapprocher de ça. Chacun a son rythme, bien entendu. Mais c'est dans nos cordes. Parce que si, mettons, une fois, justement, l'année dernière, j'étais à Genève et Zurich avec Bhakti Raghava Maharaj, et une fois, on a conduit de Genève pour aller à Langenthal, et puis après Zurich, hein, voiture, là. Et une fois, j'étais avec lui devant, et puis je lui dis, Maharaj, on voyait plein d'immeubles, de voitures. J'ai dit, c'est pas ce qu'on appelle Ugra Karma, ça. Il m'a dit, oui, c'est Ugra Karma. Il ne faut pas le dire trop fort aux dévots parce que on a presque tout le monde une voiture, on habite souvent dans un immeuble, on prend des trains, on prend des avions pour se déplacer. Hein. Je veux dire que si on est honnête avec nous-mêmes, on peut voir que on peut augmenter notre attachement pour les choses spirituelles et également pour les atmosphères spirituelles. Et quand on va en Inde, par exemple, quand on va à Vrindavan, maintenant Vrindavan a un peu changé, bien sûr, mais Vrindavan, le lieu où Krishna est bien. Et Krishna, quand il vient du monde spirituel, il vient avec ses amis, il vient avec les gopis, il vient avec ses vaches, il vient avec ses forêts, il vient avec ses rivières, il amène tout le monde. Mais dans le monde de Goloka Vrindavan, Goloka, ça veut dire la planète des vaches. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'immeuble. Comment ils font alors s'il n'y a pas d'immeuble? Est-ce qu'il y a du monde là-bas? Ça veut dire que c'est une autre conception, une autre atmosphère. C'est différent que ce qu'on vit là, oui. Et cette atmosphère différente, c'est ce qu'a choisi Krishna. Et c'est là qu'il amène les dévots de Krishna. En même temps, il y a des villes comme Dvarka. Mais Dvarka, c'est décrit dans les Écritures comme une ville où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de jardins, il y a des grandes avenues, il n'y a pas d'ascenseur non plus. Ça veut dire que si on lit bien le livre de Krishna, que ce soit avec Krishna à Vrindavan, avec les gopis, ou que Krishna à Dvarka, avec ses reines, on voit qu'on a deux exemples parfaits d'habitation. Alors, on peut choisir nous-mêmes qu'est-ce qui nous semble approprié à notre situation personnelle et essayer de, de trouver notre... Et dans la culture védique, tout le monde a un service, tout le monde contribue à la société. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de pôle emploi à Goleka Vrindavan. C'est pour ça que si, mettons, on comprend que chaque entité vivante, il a un service. Après, les dévots, normalement, c'est le service pour Krishna et la société en entier. Et c'est évident par exemple, là, je suis à La Réunion, hein, c'est une partie de la France qui est à côté de l'île Maurice, Madagascar. J'ai un ami, dévot, qui est pas dans le groupe là, qui lui, il a une petite ferme. Il a plusieurs petits morceaux de terre. Il a 3 hectares en tout. Un petit morceau de terre. Je suis allé, disons, l'aider dans sa ferme pour débroussailler là. Alors, et c'est vrai que ça pousse comme ça. On met du manioc dans la terre, juste un morceau de manioc comme ça, C'est de bois. morceau de bois, oui, du manioc, Une semaine après, ça prend. et ça commence à pousser. Et en général, il y a des endroits où on n'a même pas besoin d'arroser. Il y a de l'eau qui est là, où il y a de l'eau en profondeur. C'est magique, on pourrait dire. C'est magique. On met un morceau de bois et après, hop, ça pousse. Et tous les arbres qu'il y a, mettons les bananiers, les manguiers, les litchis, ou disons en Occident, on a les pommes, les poires, disons. Et il n'y a pas d'entretien, pratiquement parlant. C'est assez. C'est-à-dire que si on comprend comment fonctionne l'agriculture,
Srila Prabhupada le dit dans dans le Bhagavatam et dans plusieurs endroits. Il dit qu'un bon agriculteur, il va travailler que 2-3 mois dans l'année. Ouais. Et quand on dit que, oui, bah oui, vivez à la campagne, Srila Prabhupada nous dit, vivez simplement, comme ça vous aurez du temps pour chanter Hare Krishna. Ah oui, il faut devenir un bon agriculteur. Comment s'occuper de l'agriculture, des vaches, et laisser la nature faire. C'est quand même assez extraordinaire de voir que tout est prévu par Krishna. Les Védas nous décrivent tout ça, et quand Krishna y vient, son activité, il est Gopa avant d'être Kshatriya. Mhm. Et on voit que Nanda Maharaj, son père, on voit que tous les grands agriculteurs, on peut dire, hein, qui s'occupent de la terre et les vaches, en s'occupant de la terre et les vaches, ils ont tellement de richesses que quelquefois, ils ont beaucoup de lait. Les vaches, quand elles sont à Saint Krishna, le lait coule de leur pied en courant vers Krishna. Il y a trop de production. Nous, on est là, je veux dire, on est là, on a du mal à manger, à joindre les deux bouts, je veux dire, on a la nourriture polluée, on a plein de choses comme ça. Et là-bas, dans cet idéal du village de Vrindavan, il y a l'opulence. L'opulence. Prabhupada met vraiment l'accent sur le côté démoniaque de l'industrialisation. Et Oui. c'est vrai que moi, franchement, j'ai vu un reportage très intéressant sur l'Angleterre de la fin du 19e siècle, Oui. qui a débauché, on peut dire, carrément des paysans dans les villages en leur disant, mais ça va pas, c'est sale, venez, et qui ont construit carrément des villages un petit peu mieux que leur propre village et les ont envoyés dans les fabriques. Oui. Et ça a été ça a été la fin. Comme Prabhupada le dit, je ne sais plus dans lequel de ces textes que j'avais choisi pour aujourd'hui, Prabhupada disait que ça détruisait la curiosité et l'intelligence. De l'être. Le côté de l'industrie Oui. ratiboise complètement le cerveau, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, C'est pour ça c'est ça qui que est c'est terrible. important qu'on réfléchisse nous-mêmes, qu'on approfondisse un peu ce sujet et qu'on présente ce sujet-là à d'autres personnes, d'autres dévots, même si on est un petit dévot dans un petit coin là, mais parce que c'est une prise de conscience. On voit que dans les non-dévots, étant avec le Covid, par exemple dans les pays comme la France, un certain nombre de personnes qui ont décidé de partir plutôt à la campagne. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer. La société peut s'écrouler d'un jour à l'autre. Hein. On a un petit virus là et tout est arrêté pratiquement dans le monde. Hein. Et Ben, c'est comme des signes avant précurseurs. ouais, parce que dans les Védas, quand ils parlent de la fin de l'âge de Kali, on dit que les gens seront harassés par les gouvernements, ils seront affamés Oui. et ils vont tous se réfugier dans les forêts et dans les cavernes. C'est pour ça que je me demande si les hommes des cavernes et tout ce tout ce qu'on découvre maintenant, c'est peut-être le reste d'un autre âge de Kali, tu vois. Mais bon, ça, C'est c'est notre ma petite futur. Devenons spéculation. des hommes et des femmes de caverne. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de forêts dans le monde. Hein. Il y a C'est beaucoup vrai. de bois. Hein. Et, et quand il y a du bois, ça veut dire qu'il y a de l'herbe, ça veut dire qu'il y a, il y a des végétaux, des légumes, ça veut dire qu'il y a de la vie. Oui, mais il faut qu'on fasse attention, hein. Moi, je ne suis pas une écologiste pure et dure et militante, mais c'est quand même fou à quel point les forêts se déforestent, justement. La planète se Oui, déforeste.
C'est vrai, hein. Et bon, moi, ce que j'aime aussi, beaucoup aussi dans les écritures de ces promenades matinales et autres, euh, toujours sur le sujet des populations, euh, le fait, tu parlais de chômage, Srila Prabhupada, lui, pour lui, il faut employer tout le monde Oui, et que l'industrialisation, ça justement, ça enlève du travail aux hommes. oui, Et on le voit encore plus actuellement avec cette fameuse soi-disant intelligence artificielle. oui, oui, C'est vrai, oui, c'est vrai. oui. Et dans les Védas, il y a des passages où on explique que l'agriculture, c'est le métier le plus noble. Mhm. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Mhm. C'est pour ça que, disons, c'est pour ça que Krishna Balaram, quand ils viennent sur Terre, bah, ils sont agriculteurs, ils s'occupent de la terre et des vaches. Ils sont nobles. C'est pour ça que dans l'ISKCON actuellement, il semble quand même qu'il y a un certain nombre de dévots qui prennent conscience de ce sujet, que chez la Prabhupada en a beaucoup parlé. Il n'a pas eu le temps de mettre en pratique, ça on a vu, mais que justement les disciples ou petits disciples et les suivants en général de chez la Prabhupada, ils ont justement l'opportunité, la miséricorde de pouvoir contribuer Mhm. à, à, disons, à développer les 50% de la mission de chez la Prabhupada qui manquent, en essayant parlant de ce sujet-là, en essayant de vraiment contribuer, oui, à faire ce que Srila Prabhupada voulait faire, mais qu'il n'a pas eu le temps de faire. Ça veut dire que moi, j'ai réfléchi comme ça, je me dis, c'est un peu comme les premiers disciples de Prabhupada, c'était les pionniers. Hein. Ils étaient là-bas, ils partaient dans des pays, ils allaient ouvrir des centres, ils faisaient Harinam, ils se faisaient imprimer les livres, tout ça. C'était un peu une vie de pionnier. Mais Ouais. actuellement, nous-mêmes, même si on n'est pas au même niveau, mais on peut également avoir la même impression de pionnier, la même Oui. mentalité de pionnier. Parce que il Il y y a avait quand même une grande 50% qui... différence parce que Srila Prabhupada était là et chaque fois qu'ils avaient une question, ils pouvaient se référer à lui. Je, 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 je comprends, bien sûr, c'est vrai ce que tu dis. J'ai pas dit que c'est pas vrai, hein. Mais, mais il y avait quand même ce pilier, tu vois, Oui, parce que oui, chaque situation est toujours un petit peu différente, un petit peu, tu vois. Et quand ils avaient un doute, ils écrivaient à Srila Prabhupada. Alors, peut-être on peut faire nous, pareil, nous. Peut-être on peut on faire a beaucoup pareil quand on a un doute. d'écritures à disposition. Je suis d'accord, on a beaucoup d'écritures à disposition. Mais il y a de temps en temps quand même, je, je te l'avais déjà écrit moi-même dans les traductions que je t'ai envoyées. Il y a des sujets qui sont quand même très touchy, tu vois, Oui, très oui. complexes à comprendre et qui ont été mal compris déjà à l'époque. Comme ça, Mais d'en on parler peut plus. commencer par travailler par les sujets qu'on comprend mieux. Voilà, et qui sont Hein. les mêmes pour. C'est déjà pas mal. Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai, C'est déjà pas mal parce que c'est vrai. c'est c'est euh, euh, c'est normal qu'un acharya comme chez la Prabhupada, qui vient du monde spirituel, qui c'est pas un être conditionné hein, par les quatre imperfections qu'on a nous, Mhm, mhm, et c'est normal que sa mission soit pas évidente à assimiler rapidement parce que elle est extraordinaire, mhm, mhm, elle va à contre-courant de la pensée moderne actuelle. Hein. mhm. Pas vraiment, pas tout, pas tout. Le côté écologie, actuellement, il faut quand même reconnaître ce point positif du monde actuel. Bien sûr, ils vont pas mettre la vache et le bœuf au milieu, au centre de cette réflexion. C'est la grosse, c'est le gros manque. Mais il y a quand même une réflexion et une prise de conscience quand même. J'ai conscience. Hein. Eh oui. Le verre n'est pas complètement vide. Ouais. Tu sais quoi, je crois que je t'avais dit, j'ai trouvé un article intéressant, c'était, oh, il y a déjà un moment, un grand article sur l'histoire d'une famille, d'un jeune couple en Suisse allemande qui a repris la ferme familiale et qui, à un moment donné,
a entendu dans l'écurie une vache qui pleurait, en fait. Il s'est rendu compte qu'elle pleurait. Et c'était en fait parce on lui avait pris son veau. Et ça les a vraiment émus. Oui, Alors, je crois ils sont ils ont un peu tourné vegan, tu vois. Mais je trouve que c'était quand même une prise de conscience. Et j'ai trouvé intéressant que le journal fasse un article à double page, hein, pleine oui, de, oui, de ce couple. Je l'ai gardé, si tu veux, je peux te l'envoyer parce que j'ai trouvé que c'était oui, oui, intéressant. oui, Ouais. oui. C'est vrai que on voit que tout revient à, on va changer notre vie quand on prend conscience. Mhm. C'est ça. On a Ben pu oui, puisqu'en fait, expérimenter, hein. on vient au monde avec la conscience, grâce à la conscience. Donc, il faut en faire quelque Voilà. chose avec cette conscience. Pas le laisser dormir. OK, au travail, tout le monde là. Allez! OK. Est-ce qu'il y a Alors, des les dévots qui copains et sont... les copines du Zoom, ils dorment ou bien les autres? Bah oui, mettez d'abord la vidéo qu'on vous voit là déjà. Si vous ronflez ou si vous prenez le prachat, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Voilà, Non, Vinod, mais j'ai voilà, parlé beaucoup d'accord. trop vite, je les ai perdus en route, quoi, c'est ma faute. On est bien là. Vinod. J'ai pas l'habitude de Voilà. parler. Mes excuses, je parle trop vite, trop vite, trop vite. Non, mais c'est bien, c'est bien, mon âme. C'est bien, c'est bien. Je suis un petit peu émue, un peu à cause de la caméra et tout ça, tu vois, je suis un petit peu émue, c'est pour ça. Mais par contre, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc, oh, bah, merci, c'est bien. Vinod, il est du Togo, mais il est au Sénégal actuellement. Sénégal. Oui, Ah, oui. mais c'est égal s'il est au Sénégal, c'est égal. Toi, tu es Mais bien à La oui, Réunion, puis moi, à Genève, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah Voilà. oui, je voulais voilà. dire un petit truc. Ma mère, qui a l'épouse vert, hein, comme on dit en Suisse en tout cas, elle a réussi à faire pousser, mais un grand avocatier à l'intérieur de la maison. C'est vrai. Voilà. Un avocatier. Il n'a pas donné d'avocat, mais elle aimait bien les feuilles. Alors, il avait fait le tour de la chambre. Ah, Elle mais l'avait c'est bien. attaché, il avait fait tout le tour de la chambre. C'est bien, c'est bien. C'est Donc, on bien. peut vraiment cultiver toutes sortes de choses. C'est Ouais. vrai. Je retiens ça des Maharishi Prabhu. Oui, Ça, je vais je faire t'enverrai une pousser des trucs vidéo chez de moi. ce dévot je veux dire, à Moscou, hein. Il a fait une vidéo, je lui ai demandé de faire une vidéo, hein, parce que avec, c'est un peu le système de serre, hein. C'est comme par exemple en Oui. Mongolie. Moi, je connais la Mongolie. Mhm. Là-bas, il fait très très froid pendant au moins 7 ou mois dans l'année, mais ils ont des systèmes de serre où on peut maintenir tout l'acier, par exemple, hein, tu vois, qui a Ah besoin ouais, de chaleur. oui, bien sûr. Et on a besoin c'est une question, c'est comme même au Canada, où il y a aussi de la neige là-bas, je veux dire, c'est le système, disons, que les gens trouvent, les dévots aussi, hein, pour cultiver des choses qui ont besoin de chaleur, et qu'on crée une chaleur dans une serre, on peut même le mettre au Mhm. chauffage, hein, pour éviter la température de l'extérieur. Mhm. C'est-à-dire, si on fait ça, le petit point que ça mentionne, c'est que on est en contact avec la terre, même si c'est un pot, Mhm. hein, Mhm. hein. Ouais. Et ultimement, le fait de toucher la terre, de planter quelque chose, de voir que ça pousse, c'est merveilleux. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose hein, comme ça, hein. Ouais. Et c'est pour ça que c'est des petites réalisations qu'on peut expérimenter si nous-mêmes on a un petit jardin ou quelques pots, hein. Et ça donne, mettons, on peut chanter avec Krishna devant un pot, mettons, un plant de tomates par exemple, et on les voit pousser. Et chez la propre, elle explique que si par exemple on a nos propres légumes, chez la propre, elle voulait par exemple qu'en France, eh bien, on a Paris, la Nouvelle-Mayapur. La Nouvelle-Mayapur, c'est 250 km au sud de Paris. Donc, c'est pas la porte à côté. Mais moi, quand j'ai connu, dans les années 1980, qu'il y avait des bus, des dévots avaient des bus, et que le week-end,
des personnes de Paris venaient passer le week-end à la campagne, comme on dit, hein, et ils remontaient le lundi ou le dimanche soir avec des légumes de la ferme. Parce que chez le Prabhupada, il a expliqué que c'est bien d'avoir des centres dans les villes pour prêcher la conscience de Krishna. Mais les dévots qui prêchent, ils doivent avoir une très bonne nourriture. Parce que c'est des dévots importants s'ils prêchent la conscience de Krishna. Ça veut dire que pour avoir une très bonne nourriture, idéalement, c'est bien que la nourriture soit produite par des dévots à la campagne. Mhm. Et qu'on amène la nourriture de la campagne aux dévots de la ville. C'est ça. C'est ce qui se faisait un peu avec le temple à Otessa aussi. Oui, c'est ça. Et c'est Mhm. pour ça que il y a déjà eu des tentatives. C'est pas facile de maintenir parce que pour maintenir, il nous faut de la vertu. C'est ça qui est difficile on a du mal à trouver des magasins pour acheter de la vertu. C'est Mais pour ça que je trouve que finalement, les quatre principes régulateurs et le Varnashram Dharma, c'est quand même une belle association, oui, si tu veux, oui. pour justement obtenir cette vertu qui est encore peut-être matérielle, mais qui nous permet justement de, de monter un peu Oui, plus. oui, 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 oui. Sous la vertu, on est satisfait. Sous la passion, Mhm. c'est-à-dire on est toujours en train de demander quelque chose, mais on est toujours. Et sous l'ignorance, on se lamente tout le temps. Mhm. Alors, si on comprend ça, hein, ben, on se dit, j'en ai marre de me lamenter, ça mène rien. J'en ai marre d'être dans la passion, je travaille dur, et puis après, il n'y a plus rien qui à la fin. Alors, pourquoi pas essayer avec la vertu, hein. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a, disons, Jai Bhakti Mataji, qui est l'ancienne du groupe, là, je peux dire, en Martinique, là. Est-ce que vous avez des réalisations sur, dans votre vie personnelle, comme vous avez un certain âge, là, sur l'importance d'avoir une vie assez simple, faite de pensées spirituelles? Oui, oui. Ben, nous, enfin, personnellement, on est un petit peu isolés. On n'est pas toujours ensemble entre dévots, soit, bon, parce que bon, ben, mais personnellement, quand on est seul, eh ben, on est plus près de la terre, on est plus, oui, oui, on se rapproche plus des. Moi, j'ai une amie qui est agricultrice, mais qu'elle n'est pas dévote. Mais enfin, voilà, c'est quand même plus, on apprend beaucoup de choses avec elle. Bon, pour Mhm. planter, bon, j'ai vu quand même quelques plants, mais c'est sûr que quelquefois, comme on n'a pas, comme je dis, on a la main verte, il faut avoir la main verte. J'ai pas la main verte. Et j'étais désolée parce que j'avais planté un figuier, puis bon, ben, il est mort. Il est mort par rapport à. Mais il avait donné quelques petits figues, hein. Vraiment un tout petit plant, il avait donné, puis je sais pas, avec la sécheresse, il a commencé à quitter son corps. Voilà, et bon, mais c'est assez. Je trouve encore. Mais sinon, bon, les bananiers sont bien, ça fait vivre. Papayer aussi. Mais c'est tout. Les petites plantations, c'est pas évident non plus. Mais en fait, c'est bien. Mhm. Ça serait bien ici si on pouvait faire ça, mais il faut qu'il y ait une entente aussi entre dévots, qu'on ait quand même ce côté Valashram. On n'a pas ça. On n'a pas encore compris ça. Jean Baptiste, elle est en Martinique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ah oui. Puis, c'est ça, elle, hein. Il y a une fois, l'année dernière, quand il est venu, Bhakti Raghava Maharaj, il est venu à la Nouvelle-Mayapur, en France. Et puis, après, quand j'étais en Suisse avec lui, on avait reçu l'information de la Nouvelle-Mayapur qui disait que avec une vache, quand on a des vaches, les dévots s'entendent mieux. Ah ouais. Et, et avec Maharaj, on discutait de ça, je lui posais plutôt des questions, hein. Il disait, oui, quand on est à côté des vaches, une vache, c'est paisible. Et quand on est à côté d'une vache, on peut même regarder une vache. Bien sûr, on peut brosser une vache, on peut nourrir une vache. Mais ça, automatiquement, ça apaise. Ça C'est-à-dire, calme. hein. Ouais. Oui, c'est ça, Ouais, hein. ouais, C'est-à-dire que c'est des systèmes que même si nous, on n'a pas de vache, mais si on va avoir des champs à côté de chez nous où il y a des vaches, Mhm. hein, eh bien, ça,
Parce que si on regarde par exemple des vaches pendant un quart d'heure ou une demi-heure, on, on voit que c'est comme des enfants. Ça aime Oui, bien s'amuser. Quand il y a des petits avec leur mère, ça court, ça saute, je veux dire, ça se chamaille un peu, hein, hein. Mais pour notre mental, ça, au Sénégal, ça se chamaille aussi. oui, oui, c'est Vinod, là, ça se chamaille à côté de Vinod, là. Il y a quelqu'un qui parlait, là. Ça ferme le micro, là. Ça fait un effet, ça fait un effet. C'est Et vrai? parce que Mais un chat aussi, par exemple. Un chat, bon, c'est oui, pas, c'est, ça dort tout le temps, donc bon, c'est très tamassique, mais ça calme, ouais. Parce que chez les mes parents, animaux, un les chat. animaux, Et puis comme ça chez mes fait un parents, c'est effet. vraiment très compliqué, c'est fatigant, tu vois, ils sont 85, 94 ans, tout ça. Donc le chat, pour moi, ça me Les permet de, animaux, les animaux, ouais, ouais, ça détend. ouais, c'est Parce que ça. les animaux, eux, ils font pas de mauvais karma, ils suivent leur Non. nature. Hein, voilà. Ils Non, laissent nous, si passer leur karma présent. voilà, si nous, on pouvait avoir l'intelligence des animaux, de ne pas faire de karma, de rester dans notre nature et de pouvoir utiliser notre temps pour justement cultiver cette conscience de Krishna, qu'on nous en Mhm, parle dans mhm. les livres, cette pure bhakti, qu'on nous parle de ça, on nous dit le mot spirituel, il est merveilleux, Krishna, il est infiniment fascinant. Allez. Alors, si, mettons, on arrange notre vie pour que les choses matérielles soient faites avec vertu, pour avoir beaucoup de facilité et de temps et de curiosité pour aller sur cette pure bhakti, notre vie devient parfaite. Mhm, mhm. Devient parfaite. Est-ce qu'il y a des dévots qui veulent partager leur réalisation ou disons quelque chose qu'ils ont, un point important de ce qui s'est passé, par exemple, dans cette réunion, même s'il y a des problèmes avec les téléphones, tout ça au départ, mais qu'est-ce que vous allez retenir un peu de cette réunion, par exemple, au niveau là? Si tout le monde peut s'exprimer un petit peu quelque chose qu'il retient de ça. Hare Krishna. Allez, Krishna, Gorakhshankti t'es pas beau, vas-y. Mais la Euh, vidéo, si tu peux, c'est la connexion qui est d'accord, bonne. C'est la connexion qui est bonne. d'accord. Il est au Bon, Togo, Gorakhshankti Prabhu. oui, Togo. J'ai retenu de cette réunion que l'agriculture est quelque chose de très important, que c'est une très grande activité. Et présentement, je suis à Lomé en ville, bien, en tant que fonctionnaire, mais je suis en train de voir si à ma retraite, là, c'est possible que j'aille rester dans une ferme et pratiquer l'agriculture, élever les vaches. Et il y aura encore beaucoup plus de tranquillité. Ça me permettra de bien pratiquer la conscience de Krishna. C'est vraiment très intéressant. Hare Krishna. Haribol. Un beau Donc, projet de vie. ce que tu as comme chance, Gorakhshankti, c'est que toi, tu habites à Lomé, la capitale du Togo, mais il y a des dévots, comme Kalarupa, qui a une ferme à 2 heures de route de Lomé. Ils n'ont pas encore de Oui. vaches, mais ils ont l'agriculture et ils ont des récoltes aussi. Tu peux aller visiter. Comme on dit, passer un week-end à la campagne. Mhm. C'est bien d'aller voir soi-même, d'expérimenter soi-même. D'accord. Est-ce que d'autres Merci, Prabhu. dévots ont d'autres réalisations là? Profitez-en avant qu'on arrête. Bon, bon, il y a quand même une question que j'aimerais vous poser. Quand j'entends parler de Nouvelle Mayapur, là, est-ce que en France, si tout le monde connaît cette ville sous ce nom, Nouvelle Mayapur, ou bien il y a plutôt un autre nom pour les noms dévots qui désigne Nouvelle Oui, Mayapur? oui. Le nouvel Mayapur, c'est le nom qu'a donné Srila Prabhupada lui-même, parce Euh, qu'il est venu là. Hein, c'est Srila Prabhupada qui a donné le nom. Autrement, la ferme s'appelle le domaine d'Oublès. C'est le nom ah, normal. mhm. Et le Ah, village s'appelle domaine. Luce-le-Mal. Hein.
Et c'est ça. Pardon, Lucie? Le nom? domaine d'Oublès. Oui. C'est Et le le nom de la village, ferme. c'est... Et le village, c'est Ah, d'accord. Lucé-le-Mal. Lucé-le-Mal, en 3 mots. Lucien Le Maire. OK. Merci beaucoup, Frère Woody. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres dévots qui veulent partager? Profitez-en, là. Personne, c'est pas grave. Disons, moi, je tiens à remercier Chitrarata Mataji de nous avoir, avec simplicité, présenté d'abord un petit aperçu de ce festival qu'il y a eu à Genève, 50e anniversaire, chez la Prabhupada. 74 encore, hein. Tu vois, il y a 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Ouais. En Ashram Dharma, Institut Et Bhaktivedanta, à Paris, Genève, Rome aussi. Il est Rome venu à Rome aussi. avant de venir à Paris, à Genève, oui. Oui, oui. Et il a installé des petites mourtis. Et c'est les seuls mourtis, parce que j'ai habité Rome aussi. C'est les seuls mourtis auxquels que j'ai habillé une fois dans ma vie. D'accord. J'ai Ok. fait, ouais. Donc, qui sont maintenant au Et- village de Hare Krishna, je crois. Hare Krishna, Non, vous qui êtes sont à la fortuné villa alors. Prabhupada. Voilà, Vinod, alors vas-y, tu veux parler là. Alors, essaie qu'il n'y ait pas trop de bruit à côté là. Non, je félicitais mon âme. Vas-y. Ouais, je félicitais Matadi qui a eu la chance d'habiller une fois les mourtis. Tu as eu la chance de quoi? Habiller les mourtis installés par Prabhupada. Hare Krishna. Allez, beau, Prabhu. Hare Krishna, là. Est-ce que d'autres dévots veulent partager quelque chose avant qu'on arrête? Sinon, autrement, alors, merci beaucoup à Shravata Mataji et à tous les autres dévots là pour avoir participé à ça, même s'il y a des difficultés quelquefois au niveau technique, hein. Ça ne marche pas toujours comme on veut, hein. Mais c'est vrai que le sujet est très intéressant et puis surtout, disons, par des personnes qui lisent, qui essaient de traduire, de mettre en bon français, c'est-à-dire toutes ces discussions que le Prabhupada a eues, que ça va, quand ça va être finalisé tout ça, ça va être imprimé en français, bien. Comme ça tout le monde aura la possibilité d'avoir la traduction la plus proche, on pourrait dire, de ce qu'a dit Srila Prabhupada sur tous ces thèmes-là. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je vais Merci. mettre tout ça sur YouTube. Je vais voir si c'est assez correct, Il y a s'il faut il y a éditer quand tout même ça. des moments où ça va être un peu bizarre, non? Merci, Mataji. Merci à C'est toi. exactement la même manière que quand on traduit un livre de Srila Prabhupada, il y a des moments quelquefois qui nous semblent un peu bizarres. On va voir ce que je vais Patience, essayer de me débrouiller patience. avec ça, hein. On va voir. Ok. Hare Hare Krishna Krishna, alors, hein. Prabhu. Hare Hare Krishna, Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Allez, Krishna. bon. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna.